Chers amis, bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode consacré à mon second livre, L'univers millefeuille. Et aujourd'hui, cet épisode est consacré à l'auto-organisation. L'auto-organisation, pour employer des termes plus simples, c'est comment l'univers se structure, finalement, comment se fabrique-t-il. Et quand je dis l'univers, c'est vraiment au sens large parce que je veux dire aussi la vie. Et donc, comment finalement tout ce que vous voyez autour de vous et votre être vous-même, comment tout cela a pu émerger et d'où cela vient-il? Alors d'où nous avions déjà la dernière fois expliqué ce qu'était le moteur de tout cela. Nous avions dit que le moteur de l'univers, c'était l'entropie. Pas exactement l'énergie, mais plutôt la façon dont l'énergie a tendance à se transformer en allant toujours vers ce qui est le plus dégradé. Le plus dégradé en général, c'est la chaleur. Donc tout se termine toujours en chaleur. Mais en même temps, nous avons vu que l'entropie pouvait déclencher l'apparition des structures que nous connaissons dans l'univers ainsi que de la vie. Comment? Alors c'est l'objet de cette conférence. D'abord, je commence par une petite phrase que j'aime bien de Joël de Ronet. La complexité émerge de la simplicité partagée. C'est une des grandes lois de la nature. Alors, c'est ce que j'appelle les phénomènes émergents. On va en parler aujourd'hui. C'est le fait que plein de petites particules, de petits atomes, de petites cellules dans un être ou d'êtres dans une société peuvent ensemble, à certains moments, fabriquer des systèmes cohérents. Et ces systèmes cohérents, c'est ce que l'on connaît et c'est ce que l'on voit autour de soi. Donc cette phrase résume bien finalement ce dont il s'agit. Au contenu de la conférence, une définition de l'auto-organisation, avant un petit rappel de la dernière fois, et puis nous allons voir le rôle essentiel que jouent les contraintes. Et nous verrons 3 types de contraintes qui interviennent. Nous parlerons de ces fameux systèmes émergents et de ce qui en découle, c'est ce qu'on appelle la causalité descendante. Et puis finalement, nous verrons que à l'issue de tout cela, l'univers se structure et se hiérarchise en niveaux. Et ce sont ces niveaux qui m'ont inspiré pour le titre de mon livre, L'univers millefeuille. Alors d'abord, un rappel de ce que nous avions vu la dernière fois. Je le disais, l'énergie évolue toujours vers l'entropie maximum. Elle se dégrade. Elle ne va jamais dans le sens inverse. Et donc, c'est une course toujours vers la dégradation de l'énergie. Alors, si on laissait l'énergie faire, il ne se produirait rien. Il n'y aurait aucun travail, il n'y aurait création d'aucune structure, il n'y aurait rien. Alors, je vais vous dire d'ailleurs ce qu'il y aurait des trous noirs. C'est-à-dire que l'énergie qui était dans le Big Bang au départ, cette énergie tomberait le plus vite possible dans la forme la plus dégradée possible d'énergie qu'on trouve dans les trous noirs. Vous auriez donc un Big Bang suivi d'un énorme trou noir. Voilà ce que serait l'univers si l'énergie était libre de faire ce qu'elle veut finalement, c'est-à-dire se dégrader. Alors j'avais donné un exemple de cela qui était les chutes du Niagara. Je vous disais que l'eau qui se trouve en hauteur, cette eau dispose d'une énergie par le fait de sa hauteur, on appelle cela l'énergie potentielle, et lorsque l'eau arrive au bord des chutes, l'eau tombe directement en bas, non pas dans la mer mais dans une rivière, et dans cette chute, l'eau ne produit rien. Voilà le destin normal de l'énergie, c'est ne rien produire et se contenter de tomber le plus bas possible dans la dégradation, c'est-à-dire vers la chaleur. Dans le cas des chutes du Niagara, l'énergie potentielle de l'eau en hauteur se transforme intégralement en chaleur. Alors c'est pas une chaleur très sensible, mais il y a un petit échauffement de l'eau en bas qui est dû à la chute de l'eau. Voilà. Et c'est tout. Et toute l'énergie s'est transformée en un petit échauffement de l'eau, rien d'autre. De même, un feu de forêt qui laisse un tas de cendres et qui laisse dans l'atmosphère du CO2 et de la vapeur d'eau.
Ça ne produit rien et ça détruit tout. Voilà le destin normal de l'énergie. Maintenant, fort heureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la plupart des cas, c'est-à-dire qu'en cherchant son chemin vers la plus grande entropie, l'énergie rencontre des contraintes. Et cela, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qui a été sous-estimé jusqu'à présent dans la physique. On raisonne toujours force mécanique, force de gravitation, force nucléaire. On raisonne toujours force. On pense toujours que dans l'univers, il y a des forces et ce sont ces forces qui font les choses. Non. Ce qui fait les choses, et nous en verrons de multiples exemples, ce sont les contraintes qui s'interposent lorsque les forces essayent d'agir. Alors, comme contre-exemple des chutes du Niagara, je vous avais donné l'exemple qui est sur ce dessin du moulin à eau inventé par les Grecs, en vous disant que si en haut de la rivière, on trace un petit chemin de détournement qui amène l'eau ailleurs, et si on fait cheminer ainsi une partie de l'eau jusqu'à un point où elle peut tomber de haut en aval de la rivière, et si, j'ajoute encore ainsi, on met une roue à aube dans cet endroit-là, eh bien, on va faire travailler l'énergie. On va pouvoir tout simplement faire de la farine. Alors, ce sont les Grecs qui ont inventé cela, et ce qu'ils démontrent par là, c'est que deux contraintes qu'on interpose dans le cheminement de l'énergie, la première contrainte consiste à détourner l'eau, et la deuxième contrainte consiste à la faire tomber sur une roue à aube. Ces deux contraintes vont permettre d'obtenir un travail. Et donc, je le dis bien, ce sont les contraintes rencontrées par l'énergie lorsqu'elle tombe vers l'état le plus dégradé, ce sont ces contraintes qui vont faire tout ce que vous voyez, qui vont construire les structures et qui vont les animer de la même façon qu'ici l'eau anime la roue à aube. Nous avions vu quelques exemples de cela et j'avais pris une métaphore liée à la montagne. Je suis né à Bourg-Saint-Maurice, donc ce sont les premiers exemples qui me viennent à l'esprit. Un lac de montagne et vous voyez l'eau qui descend et qui va jusqu'à la mer, ou jusqu'au lac de Genève par exemple. Eh bien, lorsque l'eau descend, elle cherche à aller vers l'état le plus dégradé, c'est-à-dire l'état le plus bas. En fait, l'état le plus bas, c'est l'océan. Et en descendant, et c'est ça qui est intéressant, elle se heurte aux cailloux. Elle va travailler, c'est-à-dire qu'elle va déplacer des cailloux, elle va casser des cailloux, elle va creuser des cailloux, et tout ce travail va sculpter les reliefs. Ainsi donc, vous voyez de l'énergie qui va chercher son chemin pour aller jusqu'à la plus grande dégradation, mais qui va rencontrer sans cesse des contraintes sur son chemin, et c'est en rencontrant ces contraintes qu'elle va sculpter les reliefs. Alors, on part de l'entropie minimum et on va vers l'entropie maximum. Ça, c'est le moteur. Et le résultat, c'est que l'énergie du Big Bang va suivre un chemin identique. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que du Big Bang est issue une énergie d'abord de gravitation, mais aussi avec les particules une énergie nucléaire qui a permis de fabriquer les atomes, ainsi qu'une énergie électromagnétique qui explique toute la chimie et tout ce qui se passe avec les différentes substances sur Terre. Donc, grosse différence, mais le principe est le même. Ces différentes formes d'énergie vont toutes chercher à aller au plus anthropique et ce qui se termine normalement en trou noir dans très 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 longtemps. Et l'intérêt, c'est que cette énergie, nous allons le voir plus en détail, en descendant ainsi, va sculpter l'univers. Elle va créer des galaxies, elle va créer des étoiles, autour des étoiles des planètes. Et selon le même mécanisme, j'insiste bien parce qu'on met toujours la vie à part, mais selon le même mécanisme, elle va créer la vie. Ce qui sera d'ailleurs l'objet de mon prochain livre, L'origine de la vie. Et je montrerai comment la vie s'inscrit tout à fait dans le cosmos et dans cette tendance générale d'aller vers la dégradation. Alors vous me direz, mais la vie, c'est pas une dégradation. Au contraire, c'est une énorme sophistication. Oui,
Je vous dirai pourquoi, c'est un secret que je garde pour le troisième livre. Eh bien, de là naissent toutes les structures complexes qui existent dans l'univers, y compris la vie, et c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Tout ceci a tendance à s'auto-organiser, et nous allons le voir, l'auto-organisation se produit lorsqu'il y a des contraintes. Ce sont donc en général beaucoup plus les contraintes qui expliquent toutes ces formes que vous connaissez, c'est beaucoup plus les contraintes que les forces elles-mêmes. C'est le cheminement qui s'impose aux forces dans leur descente vers l'entropie maximum. L'exemple classique en physique de l'auto-organisation, ce sont les cellules de Bénard. Ça date du début du siècle. Bénard, physicien, s'était rendu compte que si on place un liquide, certains liquides, ça ne marche pas avec tous les liquides, mais certains liquides dans une espèce de casserole plate et qu'on la chauffe par-dessous, on voit apparaître au bout d'un certain temps des cellules de convection. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, l'énergie, la chaleur qui est fournie en dessous a tendance à s'échapper par le dessus et monte dans le liquide par conduction. C'est par le contact des molécules. Mais à un certain stade, lorsqu'on a bien chauffé la casserole, cette eau passe à un deuxième régime, elle enclenche la surmultipliée et elle passe non plus à la conduction, mais à la convection. Et là, il se forment des cellules de convection. Tout à fait naturellement, on voit se former des petites cellules qui forment des hexagones. On voit donc une structure en nid d'abeille, si vous voulez, qui apparaît sur l'eau. Et c'est tout à fait magique parce que on se dit, mais comment ça peut se structurer tout ça? Des cellules de nid d'abeille qui apparaissent toutes seules. Alors, vu en coupe, eh bien, qu'est-ce que sont ces cellules de nid d'abeille? Eh bien, c'est le fait qu'à certains endroits ici, vous avez de l'eau ou de l'huile, je ne sais pas quel est le liquide qu'on emploie, très chaud qui monte immédiatement vers la surface, convection, puis à la surface qui se refroidit et qui redescend ailleurs, puis qui remonte au même endroit. Et ça fait donc des cercles, et ce sont ces circulations cycliques là qui fabriquent des cellules de Bénard. Alors quand on a découvert ça, on était assez étonné parce que le second principe de la thermodynamique que nous avons vu l'autre fois dit que l'énergie va toujours vers les formes les plus dégradées. Et donc là, on se dit, mais ce n'est pas une forme dégradée, ces cellules de Bénard, c'est une forme organisée. Donc comment peut-on aller vers une organisation plus poussée en respectant le second principe? Alors en fait, on a trouvé depuis la raison, c'est que les cellules permettent à l'énergie calorifique de s'évacuer plus vite. Elles sont donc plus efficaces pour que l'énergie qui est donnée au départ se dissipe dans l'environnement, c'est-à-dire atteigne l'entropie maximum. Et donc on arrive à ce paradoxe que une forme d'organisation finalement a pour effet de renforcer le second principe, c'est-à-dire de rendre plus rapide le chemin vers la désorganisation, vers l'entropie maximum. Alors l'honneur est sauf, et le deuxième principe de la thermodynamique aussi. Mais c'est quelque chose qui a étonné les physiciens au départ. Alors, celui qui a vraiment éclairci ce mystère, c'est le prix Nobel dont je parlerai tout à l'heure, Ilya Prigogine, qui, Dieu merci, n'a aucun rapport avec un autre Prigogine qui s'est illustré dans la guerre d'Ukraine. Ces cellules de convection sont tout à fait naturelles. Là, vous voyez, elles se produisent naturellement dans un récipient, mais on les retrouve aussi à la surface du Soleil. Vous avez certainement vu des images du Soleil. On voit des espèces de cellules qui servent à évacuer en fait l'énergie calorifique qui se trouve au centre du Soleil et l'aider à atteindre la surface pour s'échapper dans le cosmos. Eh bien voilà, ces cellules de Bénard, c'est un exemple très simple d'auto-organisation. Finalement, la nature utilise l'auto-organisation pour aller plus vite vers l'entropie maximum. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui fait que l'univers s'organise. Alors pour ça, il faut qu'il y ait des contraintes. Dans le cas des cellules de Bénard, la contrainte, elle est simple, c'est la casserole d'eau, hein, une casserole qui est plate, donc qui fait qu'il y a une surface froide, une surface chaude.
C'est une contrainte très simple et ça marche. Mais dans tous les cas où il y a auto-organisation, vous avez des contraintes. Et nous allons voir que c'est en rencontrant ces contraintes que l'énergie va fabriquer quelque chose. Alors j'ai classé ces contraintes en 3 catégories qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre. La première, ce sont les lois naturelles, les lois de la physique. Alors je vais vous présenter une façon de voir la physique un peu originale, puisque je vous présente les lois naturelles qu'on utilise en général comme facteurs premiers, comme ce qui crée tout, et je vais vous les présenter ici comme de simples contraintes. Deuxième type de contrainte, c'est l'environnement, ce qui existe autour. Et puis, troisième contrainte intéressante, on va voir que un système assez complexe a tendance à fabriquer lui-même des contraintes. Donc c'est amusant parce qu'il se piège lui-même, il se prend les pieds dans le tapis dans les propres contraintes qu'il fabrique, et ça c'est extrêmement courant. Donc voilà les 3 contraintes que nous allons voir. Alors passons à la première, qui va peut-être vous surprendre si vous avez une formation scientifique, sont les lois naturelles. Alors les lois naturelles, c'est la loi de la gravitation, c'est la formule de Schrödinger pour les particules, les formules qui définissent les forces de la nature. Eh bien, je vais prendre un exemple toujours qui m'est cher, c'est l'eau qui descend des montagnes. Alors, l'eau qui descend des montagnes, elle est sujette aux lois de la physique. Par exemple, c'est la loi de la gravité qui la pousse à descendre, tout simplement, la loi de Newton. D'autres lois déterminent d'autres caractéristiques comme sa densité, sa viscosité, qui peuvent avoir une influence sur la vitesse avec laquelle elle descend. Donc il y a quelques lois de la physique qui imposent le mouvement à l'eau. Mais si on essaye de réfléchir plus loin, les lois de la physique, ces lois dont je viens de parler, n'expliquent pas le cours de la rivière. Le cours de la rivière s'explique beaucoup plus par les contraintes que l'eau va rencontrer en descendant. Alors ces contraintes, c'est un long historique qui part de la source et qui va jusqu'à la mer, un historique de choc avec les reliefs, avec les obstacles, peut-être avec un castor qui a installé des barrages à un moment donné sur la rivière. Tous ces obstacles contribuent à sculpter le lit de la rivière. On explique beaucoup plus facilement le lit de la rivière par ces contraintes que par les lois de la physique. Alors je vous donne un exemple qui m'est cher, c'est l'Èbre en Espagne, El Río Ebro. L'Èbre trouve sa source tout près de l'Atlantique, à 40 km environ vers le Pays basque espagnol. Et pourtant, l'Èbre ne se jette pas dans l'Atlantique, l'Èbre parcourt 900 km pour aller se jeter dans la Méditerranée. Alors, on conçoit aisément que si c'était la gravité qui était responsable de la forme du lit de la rivière, eh bien, selon toute probabilité, elle serait allée se jeter dans l'Atlantique. Si elle est partie vers l'autre côté et puis qu'elle s'est jetée très loin, c'est qu'elle a rencontré plein de contraintes au cours de son voyage, et ce sont ces contraintes qui expliquent cela. Par exemple, au tout début, lorsqu'elle était tout près de l'Atlantique, il suffit que sur une ligne de crête, à l'endroit où elle s'écoulait, elle ait eu le choix entre aller vers la droite ou aller vers la gauche, ce qu'on appelle une bifurcation, et que à cet endroit, il y ait eu des pierres qui l'aient plutôt poussée vers la droite, pour que dans cette ligne de démarcation, elle soit partie du mauvais côté. Et voilà, il suffit de ces contraintes-là. Donc vous voyez, c'est pas tellement les lois de la physique qui expliquent son cours, c'est beaucoup plus les obstacles de parcours. Un exemple plus scientifique que le Rio Ebro, le système solaire. Je veux expliquer pourquoi le système solaire est ainsi fait, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, etc. Je veux expliquer cela. Eh bien, je dis que les lois de la physique, en l'espèce pour les astres, c'est essentiellement les lois de Newton, me disent très peu de choses. Elles ne me permettent pas d'expliquer pourquoi ici, à cet endroit, il y a une planète aussi riche que la Terre. C'est très difficile de le dire d'après les lois de la physique. Qu'est-ce que me dit la physique newtonienne? La physique newtonienne me dit qu'il existe des orbites.
et en particulier que là où nous sommes, nous, la Terre, il y a une orbite. Et les lois de Newton me permettent de calculer cette orbite, de savoir à quelle vitesse la Terre tourne sur cette orbite. Voilà ce que me dit Newton. Il y a une orbite ici. Il y en a des milliards d'autres. Là, il y a une orbite, c'est tout ce que je sais. Mais je suis bien avancé, il y a une orbite, d'accord, bon, la Terre est dessus. Mais alors maintenant, pourquoi la Terre a cette taille? Pourquoi se trouve-t-elle entre Mars et Vénus? Pourquoi est-elle telluride? Pourquoi est-elle faite de silicates, etc., etc. Eh bien là, c'est extrêmement difficile de le dire parce que ce sont des choses qui ne se prévoient pas. C'est en fait la succession, comme je le disais avant, d'événements, de chocs avec des contraintes. C'est toute cette succession qui explique ce que nous sommes. Alors, c'est ce qu'on appelle la dépendance du chemin. L'état actuel du système solaire est dépendant d'un très long parcours où des matières se sont agrégées en myriades de cailloux. Ces cailloux se sont agrégés en myriades de petits astres qui eux-mêmes se sont entrechoqués dans tous les sens. Et c'est la somme de ces myriades d'événements qu'il est impossible de retracer, de même qu'il était impossible de les prévoir a priori. C'est la somme de tous ces événements, la rencontre avec les contraintes, qui explique que nous ayons une planète tellurique ici et qui ait pu donner la vie. J'ajouterais autre chose, c'est que il y a un autre élément qui rend tout ceci totalement imprévisible, ce sont les aspects chaotiques. Nous en avons parlé la dernière fois. Jupiter, que vous voyez là, qui est la plus grosse des planètes, Jupiter, par sa masse, a copieusement perturbé les orbites des autres planètes et a carrément bouté dehors certaines planètes qui sont parties dans l'espace, en a projeté d'autres sur le Soleil qui sont venues grossir notre étoile, et puis a changé les orbites des autres. Par exemple, quand on observe des exoplanètes, c'est-à-dire d'autres systèmes solaires, on s'aperçoit que très souvent les planètes comme la Terre, on les trouve plus loin du Soleil. Donc on pense que c'est un système chaotique déclenché par Jupiter qui a poussé la Terre vers le Soleil, pas trop près pour qu'elle ne s'écrase pas, mais tout de même suffisamment pour qu'elle prenne une orbite plus proche du Soleil. Voilà, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que la formation d'un système solaire est quelque chose d'impossible à prévoir par les lois de la physique, impossible parce qu'il y a trop d'événements en jeu et donc c'est la rencontre de myriades de contraintes qui jouent, impossible parce qu'il y a en plus des phénomènes chaotiques qui font que les mathématiques ne peuvent plus faire de prévisions. Alors ceci m'amène à une conception nouvelle des lois de la nature qui a été en grande partie promue par ce fameux Ilya Prigogine, dont vous voyez la photo ici, prix Nobel de chimie. D'abord, les lois de la nature, je vais vous les présenter comme des contraintes en fait, comme la première catégorie de contraintes qui existe dans le mouvement des masses, des énergies, etc., des rayonnements. Alors, d'abord, les lois de la nature, de quoi parlons-nous? Il y en a peu, il y a très peu. Les lois vraiment fondamentales, je l'ai dit, les lois de Newton, d'Einstein, de Schrödinger et des quatre forces naturelles. Le philosophe physicien Paul Davies avait une formule pour cela, pour dire qu'il y a finalement très peu de lois vraiment fondamentales. Il disait les lois physiques connues pourraient tenir sur le dos d'un t-shirt. Voilà, il y en a quelques-unes. Alors elles sont peu de choses. Par contre, elles s'imposent universellement. Alors ça c'est important, rien n'y échappe. Donc j'ai tendance, vous allez le voir, à minorer un peu le rôle des lois de la nature, mais attention, je précise tout de suite, elles s'imposent partout et à tout. Donc c'est tout de même extrêmement important. Alors, la physique, très longtemps, a considéré que ces lois étaient à l'origine de tout. On retrouve après en biologie un peu le même travers. On pense que le gène est à l'origine de tout. C'est faux. C'est faux. Un être vivant fonctionne beaucoup plus d'après les contraintes qui existent dans ses cellules que d'après le gène. Donc, c'est un peu un travers de l'homme, c'est de toujours vouloir avoir une cause extrêmement simple qui explique tout. Eh bien, en physique, on pense que ces lois expliquent tout. Et je viens de vous montrer tout simplement avec l'exemple du système solaire
Je viens de vous montrer qu'elles n'expliquent pas le système solaire. Donc, elles s'imposent à tout, elles sont importantes, mais ce n'est pas ce qui crée les structures en soi, et il faut parler beaucoup plus des contraintes. On y arrive. Cette vue de la physique tenait essentiellement au fait que pendant longtemps, on a examiné les systèmes en équilibre ou quasi-équilibre. Et pourquoi? Parce que ces systèmes sont les plus simples. C'est normal, on va toujours vers ce qui est le plus simple à expliquer. Ilya Prigogine, lui, s'est attaqué aux systèmes qui sont loin de l'équilibre. Et je vous avais donné un exemple, je vous avais dit qu'une rivière, par exemple, c'est Démocrite qui disait cela, une rivière n'est jamais la même. Vous ne vous baignez jamais dans la même rivière, disait-il, parce que quand vous arrivez demain pour vous baigner à l'endroit où vous vous êtes baigné ce matin, en 24 heures, l'eau est descendue à 1 kilomètre ou 2, et donc ça n'est plus la même rivière. Pourquoi? Parce que la rivière est un système ouvert, elle s'alimente d'eau par l'amont, elle perd son eau par l'aval, et elle donne une impression de stabilité, mais en fait elle est en déséquilibre, et ce déséquilibre, il provient simplement de la pente de son lit, donc l'eau est obligée de descendre en permanence. Voilà ce qu'on appelle un système ouvert qui est loin de l'équilibre. Un autre exemple, nous l'avons vu, c'est la vie. Votre corps est loin de l'équilibre. Je vous donne un exemple tout simple. Là, en m'écoutant, vous respirez. Vous respirez de l'oxygène. Si vous arrêtez de respirer, vous êtes mort en très peu de temps, parce que votre corps est en déséquilibre. Et il lui faut en permanence de l'oxygène pour pouvoir se maintenir. Et donc on appelle cela des systèmes ouverts puisque vous ouvrez votre bouche et vous respirez l'oxygène, et éloignés de l'équilibre. Eh bien, c'est à cela que s'est attaqué Ilya Prigogine, et ce qui lui a valu le prix Nobel. Et Ilya Prigogine a montré que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les forces de la nature, lorsqu'elles rencontrent des contraintes, fabriquent de l'auto-organisation. Il a montré comment ça se faisait, et aussi il a montré que c'était tout à fait compatible avec le second principe. Donc il a énormément apporté à la physique. Et Ilya Prigogine disait, pour les systèmes instables, instable c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire des systèmes qui dissipent de l'énergie et qui sont éloignés de l'équilibre. Pour les systèmes instables, les lois de la nature expriment ce qui est possible et non ce qui est certain. Et ça, c'est une mutation fondamentale dans la pensée. Jusque-là, on pensait, et beaucoup pensent encore aujourd'hui, que les lois de la nature déterminent les choses. Non, Ilya Prigogine dit les lois de la nature déterminent le possible. Par exemple, la loi de Newton dit qu'il y a une orbite ici. Voilà, Newton dit il y a une orbite. La Terre tourne à telle vitesse sur cette orbite. C'est possible. C'est possible par la loi de Newton. Mais ensuite, Newton ne nous dit pas pourquoi la Terre est là, pourquoi elle n'est pas plutôt sur l'orbite d'à côté, et pourquoi elle existe, et pourquoi elle est faite comme elle est faite. Donc, c'est important parce que la loi de la nature est reléguée à ce qui détermine le possible. Je vous donne une métaphore. Vous avez en bas ici le plan d'une ville. Je visite une ville que je ne connaissais pas et j'ai beaucoup de plaisir à voir cette magnifique ville, donc je décide d'aller m'y promener. Je pars d'un endroit et je pars un peu au hasard. Donc je vois une jolie avenue, je tourne à droite, je vois au loin un clocher d'une église ancienne, j'ai envie de la voir. En sortant, j'entends un bruit dans une rue, c'était une fanfare, je vais voir ce que c'est. Et je suis ainsi un parcours que je qualifierais de mouvement brownien. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que je marche, je ne sais pas quel sera mon trajet suivant, et mon trajet suivant fluctue en fonction de ce qui se passe. Un mouvement brownien. Mais mon mouvement brownien n'est pas totalement quelconque. Parce que la rue existe, elle est bornée et elle délimite des propriétés privées, donc moi je peux me promener dans la rue mais pas dans le reste, parce qu'il existe des passages à piétons, parce qu'il existe des règles de comportement, parce qu'il y a des voitures, etc. Et donc ces contraintes
que je rencontre et qui sont matérialisées finalement par le plan que vous avez sous les yeux, eh bien, ces contraintes font que mon mouvement brownien n'est pas quelconque. Mon mouvement brownien respecte les règles de la ville. Eh bien, je dirais la même chose de la nature. La nature est engagée dans un mouvement qui est essentiellement brownien, c'est-à-dire que tout objet naturel est ballotté à droite, à gauche selon les événements, mais cet objet reste fidèle aux lois de la nature. Par exemple, si la Terre rencontre un gros astéroïde qui dévie sa trajectoire, ben, la Terre va changer d'orbite, mais elle va quand même respecter les lois de Newton en se plaçant sur une orbite qui est possible selon Newton. Alors, vous voyez, je présente les lois de la nature comme quelque chose qui encadre le hasard et qui empêche finalement que le monde soit chaotique. Et donc le rôle des lois de la nature est absolument essentiel. Il détermine le possible, il encadre le hasard et il empêche que le monde soit chaotique. Si elle n'existait pas, eh bien ce serait tout et n'importe quoi. Il n'existerait aucune structure stable. Donc je ne veux pas réduire trop le rôle des lois de la nature, mais permettez-moi de les présenter comme une contrainte, une des premières contraintes qu'un système doit rencontrer lorsqu'il cherche à descendre vers l'entropie maximum. Il est obligé de respecter les lois de la nature. Le deuxième type de contraintes qui se présentent, c'est simplement les contraintes de l'environnement. Je vous parlais tout à l'heure de la rivière qui descend en haut de la montagne. Eh bien, cette rivière va se heurter à des reliefs, à des cailloux et à des arbres morts. C'est donc en se heurtant à toutes ces contraintes que la rivière va descendre. De la même façon, la Terre, en se développant, a rencontré plein de contraintes. Elle est née elle-même d'interactions de milliards de cailloux et tout cela à partir de quoi? À partir du gaz et des poussières qui ont été fabriquées avant le Soleil, dans la région où nous sommes, par d'autres étoiles. Il y a donc d'autres étoiles qui ont précédé le Soleil et qui ont relâché en mourant, en faisant des supernovas, hein. Elles ont relâché en mourant dans l'espace toute leur matière et c'est cette matière qui a fabriqué le système solaire. Donc la Terre, quand elle s'est formée, elle s'est heurtée à tout un environnement complexe. Alors je vous liste simplement ici quelques-unes de ces contraintes. La première contrainte, c'est que sa composition chimique, elle dépend de ce qu'il y avait. Il y avait par exemple beaucoup de silice, donc la Terre est faite en grande partie de silicates. Il y avait beaucoup de fer, donc elle est faite aussi de beaucoup de fer. Donc sa composition chimique est née déjà d'une contrainte, c'est ce qu'il y avait chimiquement dans la région. Deuxièmement, elle est née, je vous le disais, de tous ces chocs avec les planètes, les astéroïdes, des cailloux, des poussières, etc. Une autre composante de cet environnement, c'est que le Soleil était lui-même en train de naître et à peine né, le Soleil a envoyé un vent solaire, c'est-à-dire des particules à très grande vitesse, et ce vent solaire a copieusement arrosé toutes les planètes qui naissaient autour. C'est à cause de ce vent solaire que Mars a perdu son atmosphère. Le vent solaire a balayé l'atmosphère de Mars. Et puis, je l'ai dit, il y a les effets chaotiques qui ont beaucoup influé sur le système solaire. Et donc, tout cet historique est imprévisible, c'est un historique de rencontre avec des contraintes. Les lois de la physique se heurtent aux contraintes et c'est ce qui a forgé le système solaire et en particulier la Terre. C'est la rencontre de toutes ces contraintes, c'est ce qu'on appelle la dépendance du chemin. Et enfin, j'arrive à la troisième catégorie de contraintes qui est un peu étonnante. Je dis qu'un système qui s'auto-organise, qui donc crée des structures complexes, je dis que ce système, il fabrique lui-même des contraintes qui vont s'imposer à lui après. Voilà. Alors ça, vous savez que ça arrive dans la vie aussi, hein. On peut soi-même commettre des actes dont on est ensuite victime plus tard. Eh bien, un système complexe a tendance à fabriquer des contraintes et à se piéger dans les contraintes qu'il a fabriquées. Alors, exemple très simple, par où passe l'eau d'une rivière? Vous me répondrez, par son lit. Le lit est creusé, donc c'est là que passe la rivière. Alors maintenant, je vous dis, qu'est-ce qui détermine le lit de la rivière?
Ah, vous me direz, c'est la rivière qui creuse le lit. Alors, là, je comprends plus. Par où passe l'eau de la rivière? Par son lit. Qu'est-ce qui crée le lit? C'est la rivière. Ah, ça se mord la queue. Eh bien oui, c'est tout à fait ce qui se passe, c'est que le système rivière fabrique lui-même des contraintes qui sont les méandres de son cheminement. Et une fois que ces méandres sont creusés, ils s'imposent à la rivière elle-même. Elle crée donc les propres contraintes qu'elle subira ensuite. Alors, je vous disais, la rivière qui descend de la montagne, son cheminement est dicté par l'environnement, c'est-à-dire par les cailloux qui existent déjà. Alors, je me suis dit, mais s'il n'y a pas ces cailloux, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai trouvé une photo qui a été prise du Mississippi. Le Mississippi, deuxième fleuve mondial, descend sur une plaine qui est pratiquement plate. Il y a un petit peu de déclivité, donc elle descend, mais cette déclivité est très faible et surtout il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle, c'est plat. Donc la rivière peut aller où elle veut. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la rivière fabrique elle-même des méandres et ensuite est piégée par ces méandres. Et on s'aperçoit que ces méandres évoluent. Par exemple, ici, vous voyez de l'eau qui descend à toute allure vers ce méandre, et comme elle arrive ici à très grande vitesse, elle creuse la partie externe du méandre ici. Et à force de la creuser, cette partie du méandre va rejoindre l'autre qui est plus bas. Et vous avez toute une boucle qui est là, qui va disparaître. Et comme l'eau va descendre maintenant directement de là, elle va tomber là à toute allure, eh bien vous pouvez être tranquille qu'elle va creuser un autre méandre au bout de la même façon, qui lui-même va avancer. Et sur la photo aérienne que j'avais trouvée du Mississippi, on devinait la trace des lits précédents du Mississippi et on avait l'impression d'un plat de spaghettis, c'est-à-dire qu'il y avait eu toutes sortes de méandres qui avaient existé par le passé et les méandres en fait changent en permanence. Donc c'est bien la rivière qui creuse son lit et le lit qui ensuite s'impose à la rivière. Mais la rivière modifie le lit et en le modifiant, elle crée d'autres contraintes qui s'imposeront de nouveau à elle, etc., etc. Alors là, vous pouvez vous demander si je ne suis pas en train de m'égarer sur des exemples très anecdotiques, pas si anecdotiques que cela. Parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est très exactement ce qui se produit avec la relativité générale. Je vous rappelle ce que dit la relativité générale. Elle dit que les masses, comme la masse de la Terre, la masse du Soleil, courbent l'espace et qu'ensuite cette courbure s'impose aux autres masses. Par exemple, la Terre creuse une espèce de dépression autour d'elle et la Lune est piégée dans cette dépression. La Terre elle-même est piégée dans une dépression plus grande qui est creusée par le Soleil. Et donc, c'est James Peeble, un autre prix Nobel, qui disait « Les masses courbent l'espace ». Et la courbure dicte aux masses où elles doivent aller. Voilà, les masses courbent l'espace courbé dit aux masses où elles doivent aller. C'est la rivière qui crée son lit et le lit qui dit à la rivière où elle doit aller. Et donc ce phénomène est extrêmement important, c'est le fait que l'énergie, en créant des structures, a tendance à fabriquer elle-même des contraintes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contraintes. Je vous ai cité les contraintes dues aux lois de la nature, que j'ai mis en premier à tout seigneur, tout honneur. Je vous ai cité ensuite les contraintes de l'environnement existant, la scène où les choses se passent. Et maintenant, je vous dis que ça ne suffit pas. Le système, en travaillant, il fabrique lui-même des contraintes en permanence. Alors voici un exemple très important des contraintes, c'est la cellule qu'on appelle la cellule eucaryote, c'est-à-dire la cellule qui forme votre corps et ainsi que toutes les plantes et les champignons, donc tout le règne du vivant, en dehors des bactéries. Si on examine une cellule, eh bien la meilleure façon de comprendre la cellule et de la décrire, c'est de considérer que la cellule est un ensemble de contraintes. C'est-à-dire des espèces de chicanes qui obligent l'énergie à suivre un parcours extrêmement tortueux et lent avant de s'échapper en chaleur.
Il y a donc de l'énergie qui entre dans la cellule sous forme chimique, ça vient de votre nourriture et de votre respiration. Cette énergie entre dans la cellule sous forme chimique, elle est canalisée par un réseau extrêmement complexe de réactions chimiques et de chicanes physiques même, hein, d'obstacles physiques, et cette énergie chemine selon un parcours extrêmement complexe avant de s'échapper en chaleur. Vous savez que votre corps émet 100 watts de chaleur à peu près, c'est là qu'aboutit l'énergie finalement. Donc l'énergie de départ est de qualité, comme l'eau en haut du lac. L'énergie qui s'échappe de votre corps en chaleur, 100 watts, c'est de l'énergie thermique, donc de basse qualité. Et dans ce chemin, l'énergie est forcée de respecter une myriade de chicanes. Et plus une forme de vie est complexe, plus il y a ce genre de contraintes. Alors je vous donne un exemple qui est le métabolisme. Le métabolisme, ce sont les réactions qu'il y a dans votre corps, les réactions chimiques. Il y a 5000 réactions à peu près, on en a fait l'inventaire, on en a même fait une carte qui est extraordinaire parce que c'est une carte où on met des flèches entre tous les produits selon les réactions qu'il y a, et il y en a 5000, donc ça fait un tableau absolument gigantesque et impressionnant, c'est le métabolisme de la cellule humaine. Je vous l'avais expliqué peut-être précédemment, ces réactions chimiques, 5000 réactions chimiques, ne peuvent pas se faire spontanément. Ou bien dans le meilleur des cas, elles se feraient, mais elles se feraient beaucoup trop lentement. Et donc, la complexité de l'organisme vivant repose sur ce qu'on appelle la catalyse, c'est-à-dire qu'il y a des catalyseurs qui vont imposer que ces réactions se fassent. Toutes les réactions sont catalysées, les 5000 le sont. Elles sont catalysées par des enzymes, et les enzymes, il y en a 7000. Elles sont codées par votre génome. Il y en a 7000, donc vous voyez, il y a encore plus d'enzymes que de réactions. Donc elles sont vraiment encadrées, ces réactions, forcées, favorisées, entraînées, déclenchées par des enzymes. Eh bien, ces enzymes, ce sont des contraintes. Ce sont des contraintes qui obligent l'énergie à passer par les bonnes réactions chimiques. Il y a donc 7000 contraintes dans votre organisme qui déterminent les 5000 réactions de votre métabolisme. Alors il y a d'autres contraintes, il y a des contraintes physiques. D'abord, il y a une membrane. Là, c'est très important. Il y a la membrane qui entoure la cellule et qui permet de bien distinguer l'intérieur de l'extérieur, de bien protéger ce qui est à l'intérieur, et en même temps de laisser passer les nutriments, l'énergie, enfin ce dont la cellule a besoin. Donc voilà une première contrainte qui est physique, c'est un mur. Et puis à l'intérieur, vous avez aussi d'autres murs. Par exemple, autour du noyau, vous avez des organes. Alors ça porte des noms complexes, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, etc. Ce sont des membranes qui forment des chicanes. Et lorsque la cellule fabrique des protéines, les protéines sont obligées de passer dans ces chicanes, et c'est là qu'elles s'affinent, qu'elles se préparent et qu'elles sont terminées, si vous voulez. Donc voilà encore des obstacles physiques. Et puis, il y a un gros ensemble de contraintes, c'est le génome, puisque le génome, c'est lui qui détermine toutes ces enzymes. Donc le génome, c'est une liste de contraintes. C'est la liste des contraintes qui s'impose à l'organisme. Voilà donc ce qui se produit, et je termine par une réflexion sur quelque chose qui va peut-être vous étonner si vous ne le savez pas, mais c'est que toutes ces contraintes, donc tout ce qui fait la cellule en dehors de l'ADN, tout ce que je vous ai montré là, toutes ces contraintes, tout cela se défait et se refait en permanence. Et pour être plus précis sur le terme en permanence, c'est toutes les 3 semaines, grosso modo. Si vous prenez une de vos cellules aujourd'hui, tous les petits organes qu'il y a à l'intérieur, et a fortiori toutes les protéines, tout ce qui est à l'intérieur, tout cela n'existait pas il y a 3 semaines. C'est-à-dire qu'entre-temps, tout a été dégradé par le mécanisme de l'entropie, hein. Tout a été dégradé, mais reconstitué. Vous voyez bien là que la vie est un système en déséquilibre, puisqu'il se défait en permanence et il se refait. L'équilibre qu'on observe, c'est donc un équilibre
apparent, si vous voulez. La cellule est en permanent déséquilibre. Alors maintenant, je vais parler des systèmes émergents parce que c'est quelque chose de fondamental dans l'auto-organisation et de la causalité descendante. Alors pour cela, je vais prendre un exemple simple. Un orage. Qu'est-ce qu'un orage? C'est quelque chose qui se fabrique spontanément et qui se fabrique à partir de milliards de particules microscopiques qui sont les molécules de vapeur d'eau et d'air qui se trouvent au-dessus de l'eau. Donc l'air est chargé de vapeur d'eau, cet air c'est donc un gaz, et c'est ce gaz de milliards de molécules qui va fabriquer un orage. Alors c'est étonnant, on peut se dire mais comment toutes ces particules qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui mènent chacune leur déplacement en fonction des lois de la physique. Oui, une particule isolée, elle suit les lois de la physique. Si par exemple elle est chaude, elle a tendance à monter. Elle suit les lois de la physique et puis elle rencontre ses voisines en permanence. Bien, comment ces petites molécules qui sont en grand nombre et qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas d'intelligence ni quoi que ce soit, comment vont-elles former un orage? Un orage, c'est quelque chose qui est identifiable. Vous voyez le ciel s'assombrir, vous voyez des vents tournants, vous voyez une forme de nuage qu'on appelle enclume, et vous voyez les premiers éclairs. Vous avez là tout ce qui vous permet de reconnaître un orage, et vous dites, là, il va y avoir un orage. C'est donc quelque chose qu'on reconnaît et qui émerge de toutes ces particules. On dit que c'est une novation, c'est-à-dire que par rapport aux particules, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est l'orage. Alors, la question qui se pose, c'est peut-on déduire ce qu'est un orage à partir des particules? En fait, non. Et non, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de particules. On constate qu'il y a un orage, mais on ne prévoit pas où il va se produire. On peut dire par la météo, demain il y aura des orages, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas précisément dire, c'est là que va se produire un orage. Pourquoi? Parce que les particules fabriquent quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté n'est pas réductible simplement aux particules. C'est ça qu'on appelle un système émergent. C'est une novation, quelque chose qui apparaît à un niveau macroscopique, à un niveau beaucoup plus grand que le niveau des particules. C'est une novation, et cette novation, vous ne pouvez pas la réduire aux simples particules. Pourquoi? Parce que c'est plutôt les relations entre ces myriades de particules qui vont fabriquer l'orage. C'est pas chaque particule. Ce sont plutôt les relations entre elles. Et ce qui est intéressant, c'est que quand cette novation apparaît, l'orage, eh bien, apparaît une causalité qu'on appelle descendante. Alors, je m'explique. L'orage vient des particules. Donc sur ce dessin, vous avez ici des particules en interaction, des molécules de gaz sur l'eau de l'océan qui bougent. Et ces molécules, elles vont fabriquer l'orage. Et là, on parle de causalité montante. Alors, causalité montante, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de phénomènes. Les molécules chaudes ont tendance à monter. En montant, elles se mettent à tourner. C'est dû à la physique. En se frottant, elles créent des forces électriques. Donc, ça crée des éclairs, etc., etc. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une causalité montante. Mais, ce qui est intéressant, c'est que quand l'orage se forme, il commence à imposer aux particules ses propres règles à lui. Par exemple, si l'orage tourne, eh bien, il va imposer aux molécules de gaz de tourner. Si l'orage fabrique des tensions électriques de 20 000 volts, eh bien, il va imposer les 20 000 volts aux particules qui sont en l'air et à celles qui sont au sol, et ça va créer des éclairs. Et donc, vous avez une causalité montante qui fait naître l'orage, mais dès que apparaissent des structures complexes comme l'orage, dès qu'il prend forme, apparaît une autre forme de causalité qui est descendante. Et dans les phénomènes émergents, vous retrouvez toujours ce cycle, une causalité montante, une causalité descendante.
Et c'est ce qui fait un tout cohérent, un tout comme un orage ou un ouragan, par exemple. Donc, c'est très général et nous allons en voir d'autres exemples. Un exemple, c'est l'étoile. Une étoile, c'est un système cohérent et stable. Vous savez qu'une étoile comme le Soleil a 8 milliards d'années d'existence. Elle en a déjà 4 et elle en a autant devant elle. Et c'est un objet très stable qui s'est fabriqué aussi à partir d'un gaz. C'est simplement que lorsque le gaz s'est comprimé à un endroit, le gaz du Big Bang à l'origine, lorsque ce gaz s'est comprimé à un endroit, il a chauffé. À 15 millions de degrés, il a créé une explosion nucléaire, mais cette explosion nucléaire est comprimée par la gravité. Vous avez donc un équilibre qui est né entre une explosion nucléaire, qui est un type de causalité montante, et un confinement par la gravitation, qui est une sorte de causalité descendante. C'est parce qu'il y a une grosse masse rassemblée que la gravité peut confiner l'explosion nucléaire. C'est cet équilibre entre l'explosion nucléaire et la gravitation qui explique l'étoile. Voilà donc causalité montante, causalité descendante. Alors je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est le plus intéressant pour définir ce qu'est un système émergent. Avant, je vous précise que beaucoup de physiciens refusent cette notion. Ils n'aiment pas cette idée d'émergence parce que, je ne sais pas, certains y voient quelque chose d'un peu miraculeux et en physique on n'aime pas les miracles, hein, on aime bien expliquer les choses. Et donc quelque chose d'un peu miraculeux ou une espèce de finalité dans la nature, ce sont des choses que n'aiment pas les physiciens généralement. Donc ils n'apprécient pas tellement cette notion d'émergence et encore moins la notion de causalité descendante. Pour beaucoup de physiciens, la causalité, elle est exclusivement montante, tout vient des particules et on explique tout par les particules. Et moi je dis non, on n'explique pas tout par les particules, on explique certaines choses, et plutôt une minorité de choses. Alors, maintenant, pour convaincre un physicien de l'existence des systèmes émergents, rien de mieux que l'exemple de la vie, ou plus exactement, pour illustrer ça de façon claire, je vais prendre l'exemple de la mort. Alors, je m'en excuse à l'avance pour tous les mauvais souvenirs que cela peut évoquer. Nous allons parler de la mort d'un animal. Mon chien est mort. Il est mort de vieillesse. Et voilà ce que je vais dire sur sa mort. Si je me place 1 minute avant sa mort, toutes ses cellules étaient en place et fonctionnaient. Si je me place 1 minute après sa mort, toutes ces cellules sont toujours en place et toutes ces cellules fonctionnent encore. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-il mort entre les deux? Toutes les cellules, et a fortiori tous les atomes, pour ceux qui veulent tout expliquer par les particules, tous les atomes sont au même endroit. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un phénomène émergent, c'est un phénomène qui est lié pas tant aux objets eux-mêmes, mais qu'à leurs relations. La vie, c'est donc une relation organisée entre les cellules, qui elles-mêmes sont une relation organisée entre les particules. Eh bien, c'est une relation qui est organisée, qui crée une novation qui est l'être vivant. L'être vivant, une fois créé, il impose sa causalité descendante, et donc si je lève la main par exemple, c'est mon cerveau qui a décidé cela, et c'est mon organisme qui impose aux molécules de ma main de monter. Donc l'organisme impose aussi ses lois, et toute cette structure organisée de causalité entre les différents constituants s'arrête au moment de la mort. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est relationnelle et cette organisation se désorganise ou se dérègle. Et c'est ça la mort. C'est ce qui explique que les mêmes cellules vivantes 1 minute après, les mêmes cellules vivantes 1 minute avant, dans le premier cas, elles sont les cellules d'un animal mort, dans le premier cas, elles sont les cellules d'un animal vivant. Alors, d'autres exemples de systèmes émergents, la biosphère. La biosphère, c'est un exemple absolument magnifique. Regardez Mars, il n'y a que du caillou. La Terre, au début, c'était ça.
Il y avait de l'eau aussi, mais on sait qu'il y avait aussi de l'eau sur Mars. Donc les conditions étaient très proches. Une Terre sans biosphère, ce serait Mars. Mars peut-être avec les océans. Regardez ce qu'est devenu la Terre aujourd'hui. Vous avez partout de la végétation, vous avez partout la vie, vous avez des roches comme le calcaire qui sont fabriquées par la vie. La vie a complètement transformé la planète. Eh bien, c'est un système émergent. C'est-à-dire que tous les êtres vivants, les uns aux côtés des autres, en interagissant, font un écosystème, et cet écosystème transforme la planète. On parle de Gaïa, c'est James Lovelock qui avait inventé ce concept de Gaïa. Gaïa, c'est la Terre un peu prise comme un être vivant. Eh bien, Gaïa, vous voyez, c'est aussi un concept qui a eu énormément de mal à être accepté par la communauté scientifique. Autre exemple qui est très très significatif du système émergent, c'est l'organisation collective des insectes sociaux, abeilles, termites, fourmis. Eh bien, ces animaux ont trouvé entre eux une organisation. C'est cette organisation qui est un phénomène émergent. Prenez une abeille. Je présume que les ancêtres des abeilles étaient déjà des êtres volants qui devaient être un peu comme les mouches, c'est-à-dire que c'était des insectes qui vivaient isolément, sauf quand ils s'accouplaient. Et puis probablement un jour, une formule a commencé à naître, c'est-à-dire que certaines abeilles se sont avérées plus douées pour faire les bébés, et d'autres abeilles pour aller chercher le miel ou faire le travail d'organisation des nids. Et à partir de là, une séparation des tâches s'est faite, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des abeilles dont la tâche est purement sexuelle, comme les mâles, dont la tâche est de procréer, comme les reines, ou dont la tâche est de faire le travail quotidien, comme les abeilles ouvrières. Et vous avez un partage entre trois types d'abeilles. Elles ont toutes le même génome, mais ce génome s'exprime différemment dans les trois cas. Et donc, on voit bien un phénomène émergent qui s'est fait à partir d'abeilles qui, un jour, ont trouvé un avantage à s'organiser entre elles. Est-ce qu'on peut expliquer la création d'une ruche par les abeilles elles-mêmes? Non, on ne sait pas comment s'est fait progressivement cette organisation. Et donc, on constate qu'il y a là aussi une innovation. Il y a une société d'abeilles qui s'est créée là où avant, il n'y avait pas de société. Alors on retrouve bien évidemment ce principe chez l'homme. Déjà, j'ai présenté dans une conférence la conscience. Je pense, c'était la pensée aussi de Teilhard de Chardin, que la conscience est un phénomène émergent qui apparaît dans un cerveau à partir d'un certain degré de complexité. Et donc, moi je dis que lorsqu'on est arrivé dans le cerveau humain à une centaine de milliards de neurones, donc une machine d'une complexité absolument incroyable, eh bien, certains neurones, au lieu d'exécuter une tâche comme celle de la vision, ou bien de la motricité, comment courir, etc., certains neurones se sont intéressés à ce que faisaient les autres neurones. Et pour moi, la conscience, c'est ça. Une petite partie de nos neurones qui est tournée vers les autres neurones, qui surveille ce que font les autres neurones, qui se renseigne par les autres neurones, et ça, c'est la conscience. Donc, c'est un phénomène émergent. Souvent, c'est encore un grand mystère aujourd'hui. On dit, mais comment la conscience a pu apparaître? La conscience, ça n'est pas une question physique de neurones. Si je dis que j'aime mon épouse et mes enfants, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des neurones? Bah, rien, en fait. Les neurones eux-mêmes ne savent pas qui est mon épouse et qui sont mes enfants. Mais l'organisation des neurones entre eux a fait qu'une partie des neurones s'intéressait aux autres et que cette partie des neurones a créé une pensée plus sophistiquée. Et donc là où un animal reconnaîtrait son conjoint ou reconnaîtrait ses enfants, moi je fais plus que les reconnaître, je les aime, je les éduque quand c'est nécessaire, je les aide, etc. Je leur demande leur aide quand c'est moi qui en ai besoin. Et ça, c'est la conscience, et c'est un phénomène émergent qui, à mon avis, se produit.
lorsque un cerveau atteint un certain degré de complexité. La société, c'est la même chose. Prenez un village de chimpanzés, par exemple, ou peut-être d'Homo erectus. Bien, vous avez des tâches extrêmement simples qui se font, et puis chaque singe fait à peu près la même chose que le voisin. Homo sapiens se sophistique, et à un certain stade, vous voyez les villages commencer à s'organiser. Et au bout d'un certain temps, dans un village, vous avez un agriculteur, vous avez un forgeron qui fabrique les outils pour l'agriculteur. L'agriculteur fournit le blé au boulanger qui fait le pain, etc., etc. Et vous avez ainsi, au partage des tâches comme les abeilles, mais beaucoup plus complexe, qui est une société. Ensuite, cette société grandit. Et cette société, elle invente la démocratie. Il y a eu les premiers exemples chez les Grecs, et puis sont les Anglais qui étaient plutôt pionniers en Europe au XVIIe siècle de la démocratie. Et la démocratie s'implante. Et qu'est-ce que la démocratie? C'est un système émergent qui naît de la contribution de tous les hommes et qui est une forme d'organisation. Dans tous ces systèmes émergents, il y a une causalité descendante. Alors, je vous donne l'exemple de la démocratie. La question, c'est qui fait les lois? Qui fait les lois, c'est nous, quelque part, puisque c'est nous qui élisons un Parlement, et ce Parlement édicte les lois. Donc nous fabriquons les lois. Mais à qui s'imposent les lois? Ça s'impose à nous. Donc vous voyez de nouveau le système de la rivière qui fait son lit et du lit qui s'impose à la rivière. Eh bien nous fabriquons nous-mêmes les contraintes qui s'imposent à nous. Et là, vous voyez une causalité montante. Quand je vais mettre mon bulletin dans l'urne, c'est une causalité montante de Michel Galliano-Mingo vers ce qui va naître de ces élections. Et ensuite, lorsque un président et un gouvernement sont nommés, eh bien, ce sont eux qui vont m'imposer pas mal de choses. Et là, je vais être insatisfait parce qu'on me fait payer trop d'impôts, par exemple. L'impôt, c'est une causalité descendante. Donc, vous retrouvez partout dans ces phénomènes émergents la causalité descendante. Eh bien, ces systèmes émergents sont tellement fréquents qu'ils ne nous étonnent pas. Nous voyons se former ce genre de choses qui est notoirement imprévisible, et nous en voyons autour de nous partout, et finalement nous considérons que c'est le propre de la nature, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette émergence fait apparaître des strates. Lorsque je prends l'orage, par exemple, vous avez une strate qui est la strate des molécules, petite, à petite échelle, et ces molécules vont fabriquer quelque chose de plus grand, qui est l'orage. Donc elles vont fabriquer une strate au-dessus d'elles. Et là, vous avez deux niveaux. Eh bien, dans la nature, vous avez ainsi des niveaux presque à l'infini. Ça commence aux particules. Lorsque les particules s'assemblent en molécules, d'abord en atomes, ça fait une strate au-dessus d'elles. Cette strate est un phénomène émergent. Ensuite, à partir de ce phénomène émergent apparaît un autre, c'est que les molécules se forment à partir des atomes. Il y avait une strate des molécules. Et puis ensuite, ces molécules vont s'assembler dans un être vivant. Et une cellule de mon corps, c'est une strate au-dessus. Ces cellules vont, dans mon corps, s'assembler en tissu. Le tissu, c'est encore une strate. Ces tissus vont s'assembler en organes, mon cœur, une fois, qui lui-même est un niveau. Et ensuite, tous les organes de mon corps vont fabriquer un organisme plus élevé qui est mon corps, moi-même, mon organisme. Et ça ne s'arrête pas là, parce que dans mon organisme apparaît un phénomène émergent qui est la psyché, et qui est encore autre chose. Et puis finalement, tous les hommes s'assemblent en une société, encore une strate qui est au-dessus. Vous voyez comment on part de la particule et on arrive à la société. Et tout ça par strates. Alors c'est pour ça que mon dernier livre, je l'ai appelé L'univers millefeuille, parce que on voit bien que tout s'organise en strates. Chaque strate fait émerger celle du dessus. Et il y a ainsi des causalités montantes, mais aussi chaque strate impose
à celle du dessous, ses lois. Par exemple, la société m'impose de payer des impôts. Moi, si je mange excessivement, je vais imposer une contrainte à mon organisme. La cellule elle-même va imposer aux molécules toutes les chicanes dont je vous parlais tout à l'heure et va imposer le comportement chimique de tout le métabolisme. Vous voyez? Donc, vous avez des causalités descendantes qui sont plutôt facteurs d'ordre. C'est vrai, par exemple, que quand on fait payer de l'impôt à tout le monde, on dégage des ressources qui permettent ensuite d'organiser la société. Donc, les causalités descendantes ont tendance à fabriquer de l'ordre. Et de la même façon, les causalités montantes, elles, auraient plutôt tendance à créer du chaos. Et c'est donc un peu la rencontre de toutes ces causalités montantes et ces causalités descendantes qui fait ce que nous observons autour de nous, c'est-à-dire des structures assez stables, mais qui parfois déraillent. Je me tombe malade, la démocratie ne plaît plus et ça se termine en révolution, etc., etc. Vous avez en permanence un petit peu de chaos qui vient du bas et qui se mélange avec un peu d'ordre qui vient du haut. Voilà ce qu'est la structure de l'univers. Alors, je termine par un exemple très concret pour vous dire surtout, ayez toujours un très bon médecin généraliste. Parce que le médecin généraliste, il est capable de naviguer d'une strate à l'autre. Au contraire, le médecin spécialiste, qui lui est plus compétent si vous avez un ulcère à l'estomac par exemple, lui sera moins à l'aise pour naviguer dans l'ensemble et en fait il connaîtra moins votre être. Votre être, c'est un système émergent complexe et c'est le médecin généraliste qui comprend ce qu'est votre être. Si vous l'avez vu souvent, il vous connaît et il sait ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Alors, je vais vous donner un exemple imaginé de rencontre avec un médecin généraliste. C'est un patient qui souffre de maux d'estomac. Et vous allez voir qu'en 3 minutes de conversation, son médecin généraliste aura touché dans ses réflexions aux 8 niveaux que vous avez ici. Alors je commence l'entretien fictif. Le médecin connaît Monsieur Dupont. Monsieur Dupont vient le voir pour des maux à l'estomac. Estomac, l'organe. On a touché cette strate. Monsieur Dupont lui dit, voilà, j'ai des crises vraiment qui me font très mal et j'arrive à les calmer un peu en prenant du bicarbonate. Bicarbonate de soude, on touche au niveau de la molécule. On est dans la chimie, là. Le médecin se dit, en l'écoutant, il faut que je le dissuade de prendre du bicarbonate de soude parce qu'il va aggraver son mal s'il continue à prendre cette médication. Je vais plutôt lui conseiller de prendre un médicament qui empêche l'acidité. Donc on est toujours dans la molécule, mais le médicament en question, c'est une protéine. Donc on est vraiment dans les molécules du vivant. Et en même temps, se dit le médecin, je vais vérifier qu'il n'a pas d'ulcère de l'estomac. Et là, l'ulcère, on est dans le niveau du tissu, vous voyez, le niveau qui est là. Et puis, se dit-il, je vais aussi prendre sa tension et vérifier comment il va. Ça, c'est tout à fait routinier, c'est l'organisme. Et puis, je vais lui demander comment ça va dans son travail et sa famille, parce qu'il m'avait dit à une époque qu'il était surmené par le travail. Alors là, le travail, c'est la société. Et il avait eu besoin de faire du yoga et de chercher des moyens de supprimer son stress. Là, on est dans la psyché, vous voyez. Eh bien, le médecin, dans ce court entretien, a touché à tous les niveaux qui sont là, sauf le niveau des particules. Mais en tout cas, en partant de la molécule, il a touché à tous les niveaux. Voilà l'intérêt d'avoir un bon médecin généraliste. Il est en même temps un spécialiste des phénomènes émergents et un spécialiste de l'univers hiérarchisé. Alors cet univers hiérarchisé, on dit qu'il est fractal. Fractal, ça veut dire qu'à toutes les échelles, il se passe quelque chose. L'échelle de la particule, l'échelle des molécules, l'échelle de la cellule, et on va jusqu'à la société, et vous pouvez monter plus haut après, la Terre, la biosphère, Gaïa, le système solaire, la galaxie, etc. Et donc l'univers est rempli d'événements qui se produisent partout et qui sont de l'auto-organisation et en même temps des phénomènes émergents, et ce qui nous fait dire que l'univers est fractal.
Voilà. Bon, pour terminer, je crois que cet épisode a bien mis en évidence le rôle prépondérant du hasard, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'univers se fait uniquement par les lois de la physique. Ça n'est pas vrai. Si c'était simplement les lois de la physique qui fabriquaient l'univers, eh bien, il serait beaucoup plus simple que ce qu'il est, et vous et moi n'existerions pas. Ce rôle du hasard, c'est très curieux, mais il a été mis en évidence par un mathématicien que j'aime beaucoup, qui est Georges Lemaître, qui était ecclésiastique, qui est tout simplement l'inventeur du Big Bang. Et voici sur quoi je terminerai cette conférence, sur une phrase de Georges Lemaître, qui est la suivante: à propos du monde, il ne s'agit pas du déroulement, du décodage d'un enregistrement, il s'agit d'une chanson dont chaque note est nouvelle et imprévisible. Le monde se fait et il se fait au hasard. Et je trouve ça extraordinaire, d'abord à l'époque, parce qu'aujourd'hui on dirait beaucoup plus facilement cela qu'à l'époque, et en plus le fait que ce soit un ecclésiastique qui dise que le monde se fait au hasard est extraordinaire. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, parce que tout ceci se fait en fonction peut-être de principes de départ qui ont été dictés par une puissance supérieure, mais en tout cas, une fois que le Big Bang est là, eh bien tout se déroule, on l'a vu, l'énergie cherche à descendre vers l'entropie la plus forte et fabrique plein de choses, et la fabrication de toutes ces structures se heurte partout à des contraintes, et ce sont plus ces contraintes qu'autre chose qui déterminent la façon dont le monde est fait. Donc il y a une part de hasard qui est gigantesque, même si les lois de la nature s'imposent universellement. Voilà, je vous remercie et je vous retrouverai la fois prochaine, je l'espère, pour avancer plus loin dans la façon dont le monde fabrique la complexité. Ce podcast est tiré du livre Les clés secrètes de l'univers de Michel Galliana-Mingo. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr.